Sous le ciel de Tindiban, une nuit a fait céder une logique sahélienne réputée inamovible depuis des années dans cette région instable. Après des années de villages vidés, de puits asséchés et de déplacements forcés, l'opération menée en moins de 12 heures a fissuré le récit dominant au Sahel longtemps décrit comme immuable. Qu'est-ce que ce basculement change pour ceux qui regardent le désert de loin aujourd'hui et pour Ibrahim Traoré au moment où les certitudes vacillent? Peut-être le début discret d'un pouvoir qui se réécrit, entre promesses stratégiques, prudence politique et attentes sociales durables pour des sociétés longtemps fragilisées. Cette séquence ne promet pas seulement le récit d'une victoire ponctuelle, mais une clé de lecture utile pour comprendre ce qui est réellement en train de se déplacer au Sahel. En moins de 15 minutes, le spectateur apprend à distinguer un sursaut tactique d'un changement durable. L'enjeu est élevé, car l'interprétation de Tindiban conditionne la manière dont seront lues les décisions à venir, aussi bien sur le plan sécuritaire que politique et social. Si l'événement est surestimé, il devient un mirage mobilisateur mais fragile. S'il est sous-estimé, il masque une inflexion stratégique réelle. Ce récit se place volontairement sur cette ligne de crête. Il ne s'agit ni d'exalter une victoire, ni de la dissoudre dans un scepticisme automatique, mais d'examiner ce qu'elle autorise désormais. Car derrière l'opération se joue une question plus large. Un territoire longtemps perçu comme dépendant peut-il produire sa propre méthode, son propre rythme et ses propres priorités, sans les voir récupérées ou neutralisées? La réponse importe autant aux populations concernées qu'aux observateurs extérieurs, et elle conditionne dès maintenant la crédibilité des choix qui suivront. La bascule commence par un chiffre qui détonne. Zéro soldat de l'AES tombé au terme de l'opération. Associé à une exécution menée en moins de 12 heures, ce résultat ronde avec une séquence sahélienne marquée par l'attrition et l'épuisement progressif. Cette mini-révélation n'est pas spectaculaire par son ampleur, mais par ce qu'elle suggère. Elle indique que l'avantage ne vient ni d'une supériorité technologique importée, ni d'un renfort extérieur soudain, mais d'une lecture plus fine du terrain. Pendant des mois, le contexte semblait figé. Des villages se vidaient, les routes se taisaient, et chaque crépuscule ravivait la peur. À distance, beaucoup y voyaient la confirmation d'un scénario écrit d'avance, où l'initiative échappait durablement aux acteurs locaux. Pourtant, sous cette surface de recul, une dynamique silencieuse se met en place. Des signaux faibles apparaissent, jugés insignifiants par des observateurs extérieurs. Des variations de déplacement nocturnes, des ruptures discrètes dans des habitudes de circulation, des changements de fréquence à peine perceptibles. Pris isolément, ces indices ne disent rien. Reliés entre eux, ils dessinent une fenêtre d'action courte et exploitable. C'est dans cette convergence que s'opère le changement de cadre mental. Il ne s'agit plus de réagir à une menace annoncée, mais d'anticiper. Dans une salle faiblement éclairée, Ibrahim Traoré et ses officiers comprennent qu'un levier inattendu existe déjà, forgé par l'écoute patiente d'un espace trop souvent décrit comme vide. Le désert cesse d'être un angle mort. Il devient une source d'informations dense. Le contexte régional amplifie cette inflexion. Les commandements maliens, nigériens et burkinabés commencent à relier leur lecture du terrain non par des chaînes hiérarchiques lourdes, mais par des échanges humains directs. Bamako, Ouagadougou et Niamey s'inscrivent dans une même trame improvisée mais cohérente. Lorsque ces informations convergent enfin, le récit dominant vacille. Pour la première fois depuis longtemps, le Sahel ne recule plus. Il ajuste son tempo et avance selon ses propres règles. À ce stade, le récit quitte les centres de décision pour suivre ceux qui traduisent une orientation stratégique en effet concret
Il ne s'agit pas de figures héroïsées, mais de relais discrets, éclaireurs locaux, chefs d'unités mobiles, intermédiaires civils. Leur rôle est précis, presque invisible. Observer, confirmer, transmettre, puis se taire. La chaîne fonctionne parce qu'elle repose sur la proximité et la confiance, non sur la distance hiérarchique. Dans les zones périphériques d'Arbinda, les premiers signaux apparaissent rapidement. Des mouvements armés sont repérés plus tôt que d'ordinaire. Les informations circulent sans délai inutile. Les unités convergent avec une précision inhabituelle, non parce qu'elles disposent d'outils supérieurs, mais parce qu'elles partagent une même lecture du terrain. Une attaque annoncée est neutralisée avant de prendre forme. L'action frappe par sa sobriété plus que par son ampleur. Du côté civil, les faits précèdent souvent les mots. Les habitants sortent plus tôt le matin. Ils observent plus longtemps les routes. Certains trajets abandonnés depuis des mois sont repris sans escorte improvisée. Les marchés rouvrent par fragments. Les motos circulent à nouveau, sans convoi de fortune. Ces gestes modestes sont les premiers marqueurs d'un changement réel, car ils engagent le quotidien plutôt que le discours. Ces scènes deviennent des indicateurs silencieux pour le pouvoir. Elles montrent que la victoire ne se mesure pas seulement en position gagnée, mais en confiance retrouvée. La question cesse d'être abstraite. Elle devient immédiatement pratique. Et c'est là une idée essentielle. Quand la sécurité devient praticable, le pouvoir cesse d'être abstrait. Avant Tindiban, la séquence semblait figée dans une logique défensive. Les unités attendaient, réagissaient, colmataient. Les informations arrivaient tard, souvent fragmentées. Après Tindiban, l'ordre s'inverse. L'initiative change de camp. Ce basculement ne se produit pas dans le bruit, mais dans un silence presque irréel, au nord du Burkina Faso, lorsque les premières décisions sont validées sans annonce publique. L'activation commence à partir d'informations déjà consolidées. Aucun ajustement de dernière minute. Les unités se mettent en place selon un schéma préparé de longue date. Les systèmes SR5 entrent en vibration douce non comme une démonstration de force mais comme l'exécution attendue d'un mécanisme éprouvé. Les premières salves tracent des lignes nettes dans la nuit, visant des points identifiés bien en amont. La surprise ne tient pas à la puissance déployée, mais au tempo choisi. Très vite, la coordination trifrontalière s'engage. Depuis le Niger, des unités mobiles ferment des axes secondaires, non pour encercler massivement, mais pour couper les options adverses. Au même moment, des appareils maliens décrivent des trajectoires précises, alignées avec les mouvements au sol. Des drones artisanaux guident chaque ajustement, signalent les ruptures, confirment les retraits avortés. Rien n'est dispersé. Chaque action répond à une autre. Le dispositif avance par couches successives sans surcharge. Le point de bascule survient lorsque les communications adverses se fragmentent. Privées de carburant, de relais et de visibilité, les colonnes se figent avant même de tenter un regroupement. Les dépôts identifiés explosent les uns après les autres, révélant une désorganisation déjà installée. La contre-attaque attendue ne vient pas. Le temps, habituellement ennemi, devient un allié. En moins de 12 heures, l'objectif opérationnel est atteint sans enregistrer de pertes côté AES. Dans les centres de commandement, les flux vidéo s'accumulent. Ibrahim Traoré observe l'ensemble comme on lit une partition exécutée sans excès. Les mises à jour arrivent calmement. Les décisions se prennent sans urgence apparente, précisément parce que l'anticipation a fait son travail en amont. Ce qui se déroule n'est pas une improvisation réussie, mais l'aboutissement de mois d'observation et de réglages discrets. À la mi-journée, le désert retrouve une quiétude étrange. Les bruits se dissipent, les mouvements cessent. Le silence qui suit n'a pas la texture d'une défaite classique, mais celle d'une stupeur durable.
Dans les villages voisins, les habitants sortent prudemment. Ils observent les routes, écoutent les radios locales, constatent l'absence de menaces immédiates. Des gestes simples réapparaissent. Porter de l'eau, ouvrir un étal, marcher sans détour. Ces scènes constituent la rémanence de l'événement. Elles traduisent une opération militaire en perception quotidienne. Sur des casques, 3 mots sont griffonnés: intelligence, mobilité, unité. Ils ne célèbrent pas un homme, mais une méthode. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence confirme une intuition déjà ancienne. Une cohésion née du terrain peut produire une efficacité durable si elle reste alignée avec le rythme réel des communautés. Le point de départ est clair et mesurable. Avant Tindiban, chaque opération d'ampleur se traduisait par des pertes régulières et une initiative fragmentée. Après, un delta net apparaît avec 0 soldat de l'AESA tombé au terme de l'action. Ce basculement ne signale pas une invulnérabilité soudaine, mais le passage d'une logique de survie à une logique d'initiative maîtrisée. Un deuxième indicateur renforce cette lecture. Le temps total d'exécution est inférieur à 12 heures entre la première activation et l'effondrement des positions adverses. Cette brièveté n'exprime pas une précipitation, mais une synchronisation longuement préparée, où chaque séquence trouve sa place sans friction inutile. Un troisième repère complète le cadre. 3 fronts, Mali, Niger et Burkina Faso, opèrent de manière simultanée sans appui extérieur déclaré, et que cette simultanéité rare traduit une intégration tactique fondée sur des échanges humains continus et une compréhension partagée du terrain. Pris ensemble, ces 3 données dessinent un schéma cohérent. Elles invalident l'idée d'un succès accidentel ou purement opportuniste. Elles suggèrent une montée en compétences progressive, patiente, souvent invisible. Dans les centres de commandement, les flux issus des drones artisanaux confirment cette interprétation. Les images nocturnes montrent des colonnes adverses désorganisées avant même le premier contact direct. Les ruptures de communication apparaissent en cascade, non sous l'effet d'une saturation technologique, mais par anticipation des itinéraires et des habitudes ennemies. Les dépôts identifiés se fragmentent sans coordination de repli. Les convois privés de carburant s'immobilisent dans les dunes, incapables de rejoindre des axes secondaires déjà neutralisés. Chaque séquence visuelle renforce la même conclusion. La précision observée est le produit d'une accumulation de micro-ajustements, pas d'un saut technologique exogène. Les drones, souvent rassemblés dans des structures improvisées, deviennent les vecteurs visibles d'une doctrine locale affinée au fil du temps. Dans ce dispositif, Bamako, Ouagadougou et Niamey cessent d'agir comme des centres isolés. Ils fonctionnent comme les nœuds d'une grille informationnelle souple. Les données circulent rapidement, filtrées puis redistribuées vers les unités avancées. Les décisions suivent un cycle court dépourvu d'intermédiaires superflus. La sobriété organisationnelle devient d'un avantage opérationnel, car elle réduit les délais et limite les erreurs d'interprétation. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres dépassent l'évaluation militaire immédiate. Ils servent de miroir stratégique. Ils montrent qu'une capacité locale longtemps fragmentée peut produire sa propre précision lorsqu'elle s'appuie sur l'expérience du terrain et la confiance entre acteurs. Le 0, le 12 et le 3 ne sont pas des trophées numériques. Ils sont les marqueurs d'un changement de méthode, où l'intelligence sahélienne cesse d'être périphérique pour devenir centrale. Ainsi, ce que certains qualifient encore de miracle apparaît à l'examen comme une cohérence révélée. Les données ne racontent pas une exception. Elles décrivent l'émergence d'un modèle fondé sur la vitesse, la coordination et l'autonomie. Sa durabilité dépendra moins de chiffres futurs que de la capacité à préserver cette discipline collective.
Deux objections dominent les analyses critiques formulées après Tindiban, et il convient de les présenter dans leur forme la plus solide avant toute réponse. La première soutient que la réussite observée ne peut pas être attribuée aux seules capacités sahéliennes. Selon cette lecture, la précision des frappes, la synchronisation des mouvements et la neutralisation rapide des communications adverses impliqueraient nécessairement un soutien extérieur, qu'il soit technologique ou informationnel. L'argument s'appuie sur l'historique régional, où des opérations comparables ont presque toujours dépendu d'acteurs exogènes, rendant suspecte toute performance locale jugée trop aboutie. La seconde objection affirme que Tindiban constitue un épisode isolé. La réussite serait liée à une configuration exceptionnelle de facteurs favorables, difficilement reproductibles. Dans cette perspective, l'absence de perte et la brièveté de l'opération ne prouveraient pas l'existence d'un modèle durable, mais une convergence momentanée de circonstances. Les contraintes structurelles du Sahel, logistiques, économiques et politiques, finiraient par reprendre le dessus, diluant rapidement l'effet initial. Ces deux arguments paraissent complètement cohérents à première vue. Pourtant, les éléments disponibles invitent à une lecture différente. Les données observées indiquent une montée en compétences progressive plutôt qu'un saut soudain. La préparation longue, la répétition de micro-ajustements et l'intégration humaine entre les fronts expliquent la performance sans recourir à l'hypothèse d'une assistance cachée. L'efficacité tient moins à des outils invisibles qu'à une réduction systématique des délais décisionnels et à une meilleure circulation de l'information. Quant au caractère prétendument isolé de l'événement, il est contredit par la structuration déjà visible des réseaux et par la continuité des pratiques observées après l'opération. Les signaux ne disparaissent pas avec la fin des combats. Les modes de coordination persistent, les échanges se stabilisent et les effets sur le terrain se prolongent au-delà de l'instant initial. Cela suggère un processus engagé, non une parenthèse chanceuse. Ainsi, loin d'affaiblir l'analyse, ces objections renforcent la nécessité d'examiner Tindiban comme une première manifestation claire d'une méthode en formation. La question pertinente n'est plus de savoir si l'événement est explicable, mais s'il sera consolidé. Autrement dit, le centre de gravité a changé. La véritable inflexion ne réside pas dans la victoire elle-même, mais dans ce qu'elle rend désormais possible. Jusqu'ici, la sécurité au Sahel était pensée comme une réaction permanente, coûteuse et toujours en retard. À Tindiban, cette logique s'inverse. L'anticipation devient praticable et avec elle, la capacité de choisir le moment plutôt que de le subir. Ce déplacement est discret, mais il modifie l'ensemble du champ. Ce changement redéfinit la manière dont les acteurs locaux se projettent. Il ne s'agit plus de tenir sous pression, mais d'organiser la durée. Les décisions cessent d'être dictées par l'urgence immédiate. Elles s'inscrivent dans une séquence plus lisible où chaque action prépare la suivante. La méthode compte autant que le résultat. Elle devient reproductible parce qu'elle repose sur des savoirs ancrés et des relations stabilisées. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation médiane agit comme un pivot stratégique. Elle transforme une réussite opérationnelle en test politique. Si le tempo est maintenu, l'avantage peut s'élargir. S'il est surexposé, il risque de se dissoudre. Tout l'enjeu tient désormais dans cet équilibre. À partir de ce point, le récit ne porte plus seulement sur ce qui a été accompli, mais sur ce qui est engagé. Les conséquences cessent d'être hypothétiques. Elles deviennent mesurables, concrètes et surtout observables dans la vie ordinaire. Les effets de Tindiban ne se déploient pas de manière uniforme. Ils se distribuent selon des lignes de fracture sociale, économique et territoriale, produisant des conséquences distinctes pour 4 groupes clés, dont les réactions conditionnent la suite de la trajectoire. Pour les institutions publiques, l'impact est d'abord organisationnel.
La démonstration d'une coordination efficace renforce la crédibilité de la chaîne décisionnelle. Les administrations locales disposent d'un espace politique élargi pour agir sans être immédiatement contestées par l'urgence sécuritaire. Les décisions cessent d'être uniquement défensives. Elles peuvent s'inscrire dans une planification minimale, notamment pour la réouverture des services de base. Pour Ibrahim Traoré, cet effet est central. Il transforme une réussite militaire en levier de gouvernance, à condition de ne pas confondre autorité retrouvée et centralisation excessive. Du côté des acteurs économiques, l'effet est plus pragmatique. Les commerçants, transporteurs et petits producteurs réagissent avant tout à la prévisibilité. La baisse de l'incertitude immédiate, même partielle, permet la reprise de circuits courts interrompus depuis des mois. Les marchés rouvrent par étapes. Les, les flux ne sont pas massifs, mais ils deviennent réguliers. Cette régularité compte davantage que le volume. Elle réduit le coût du risque et encourage des engagements modestes, mais répétés. L'économie locale redémarre rarement par des plans, mais par des habitudes restaurées. Pour les populations civiles, l'impact est perceptible dans les gestes quotidiens. Les déplacements reprennent sans escorte improvisée. Les horaires s'allongent. Les interactions sociales se densifient. Ces changements semblent mineurs, mais ils signalent une modification du rapport à l'espace. La peur recule suffisamment pour permettre des choix ordinaires. Cette normalisation progressive agit comme un indicateur avancé de confiance. Elle ne se décrète pas, elle s'observe, et elle reste fragile tant qu'elle n'est pas soutenue par des services durables. À l'échelle régionale, enfin, la dynamique modifie les équilibres. La coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso gagne en substance. Elle n'est plus seulement déclarative. Elle se traduit par des pratiques communes et des échanges réguliers. Cette intégration pragmatique réduit la dépendance à des médiations extérieures. Elle ouvre un espace d'autonomie collective encore limité mais réel. Pour Ibrahim Traoré, cet ancrage régional constitue un test silencieux. Il mesure la capacité à inscrire une méthode locale dans une durée partagée, sans la transformer en symbole rigide. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence centrale. Tindiban ne produit pas une rupture spectaculaire et immédiate. Il installe une série de changements modestes mais cumulatifs. Leur consolidation déterminera si l'événement restera un jalon isolé ou le point de départ d'une trajectoire durable. À partir de Tindiban, l'évolution des prochains mois peut être envisagée selon trois trajectoires distinctes. Aucune n'est prédéterminée. Chacune dépend de choix politiques, de capacités administratives et de la manière dont la dynamique actuelle sera gérée. Dans un scénario de base, les acquis se consolident sans transformation radicale. La sécurité relative se maintient dans certaines zones clés, permettant la reprise progressive des activités quotidiennes. Les administrations locales rétablissent des services essentiels de manière inégale mais continue. La coordination régionale entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso demeure fonctionnelle sans s'institutionnaliser pleinement. Cette trajectoire stabilise la situation sans la refonder. Elle réduit la pression immédiate mais laisse subsister des fragilités structurelles. Si cette voie prévaut, la réussite de Tindiban restera un repère, non un moteur. Dans un scénario optimiste, la dynamique s'élargit. Les méthodes testées sont reproduites, adaptées, puis intégrées dans une vision plus cohérente. La sécurité devient suffisamment prévisible pour soutenir des investissements locaux modestes. Les jeunes générations trouvent des perspectives dans des formations techniques et civiques. La coopération régionale gagne en profondeur et en régularité. Dans ce cas, l'événement agit comme un catalyseur. Il accélère une transformation déjà latente et donne au Sahel une capacité accrue à définir ses propres priorités.
Un scénario plus sombre reste toutefois plausible. Les tensions internes, les rivalités locales et les pressions extérieures s'intensifient. Les ressources manquent pour soutenir la durée. Les attentes générées par Tindiban dépassent les capacités réelles de mise en œuvre. La déception s'installe. La dynamique initiale s'érode, non par échec militaire, mais par saturation politique et sociale. La situation retourne alors à une forme de stagnation instable. Face à ces possibles, une recommandation s'impose. Il importe de penser en termes de rythme plutôt que de promesses. Si les décisions sont alignées avec les capacités réelles et les besoins locaux, alors l'élan peut être prolongé. Sinon, même une victoire nette risque de se dissoudre dans l'excès d'attente. À ce stade, l'enjeu cesse d'être strictement analytique. Il touche directement ceux qui vivent avec les conséquences, même à distance. Trois cercles humains concentrent cette résonance et permettent de mesurer ce que Tindiban change ou ne change pas encore dans les vies ordinaires. Le premier cercle est celui des habitants des zones concernées. Pour eux, la sécurité n'est pas un concept abstrait, mais une condition pratique. Elle se traduit par la possibilité de rentrer avant la tombée de la nuit, de choisir un itinéraire sans calcul permanent, de maintenir des liens sociaux sans crainte immédiate. Ces ajustements, modestes en apparence, redéfinissent la relation au temps et à l'espace. Ils offrent une respiration sans garantir une stabilité durable. Le second cercle regroupe les travailleurs et acteurs économiques locaux. Leur lecture est pragmatique. Ils évaluent moins les discours que la continuité. La reprise d'une activité dépend de la régularité, non de l'intensité. Quand les marchés rouvrent par intermittence, quand les échanges deviennent prévisibles, même à petite échelle, la confiance revient progressivement. Ce retour n'est ni spectaculaire ni rapide. Il repose sur des décisions répétées, souvent invisibles mais essentielles à la reconstruction sociale. Le troisième cercle est celui des jeunes. Leur rapport à Tindiban est avant tout symbolique. Beaucoup ont grandi dans un environnement marqué par l'instabilité et l'absence de perspective. La possibilité d'un changement, même incertain, modifie leurs projections. Certains se tournent vers des formations techniques, d'autres vers des engagements civiques. Ce déplacement des attentes essaie des fragiles. Il peut s'amplifier ou se refermer selon les signaux envoyés dans les mois à venir. Pour le public extérieur, ces trajectoires rappellent une évidence. Les transformations durables ne s'annoncent pas. Elles se construisent par accumulation de gestes cohérents. Tandiban n'impose pas une conclusion. Il invite à observer ce qui suit. À partir de ce point, la question n'est plus de savoir ce qui a été possible, mais ce qui peut être consolidé. Une feuille de route crédible repose sur quelques étapes lisibles, chacune conditionnant la suivante, sans promesse excessive ni calendrier irréaliste. La première étape concerne la sécurisation durable des zones reconquises. Il s'agit d'ancrer la présence locale par des patrouilles régulières, appuyées par des relais civils formés à l'alerte précoce. La mesure n'est pas l'intensité, mais la continuité. Des indicateurs simples, fréquence des incidents, délai de réaction, stabilité des axes, permettent d'évaluer l'efficacité sans surcharger l'appareil. La deuxième étape vise le rétablissement des services essentiels. Écoles, points d'eau et structures de santé doivent rouvrir selon des priorités claires définies avec les communautés. Le critère de succès est l'usage réel, non l'inauguration. Une école fréquentée et un dispensaire fonctionnel signalent davantage qu'un dispositif formel. La troisième étape porte sur la relance économique locale. La réparation ciblée des routes secondaires et la sécurisation des circuits courts favorisent une reprise progressive. Des mécanismes de microfinancement limités mais accessibles encouragent l'initiative sans créer de dépendance. La mesure se fait par la régularité des échanges,
pas par des volumes immédiats. La quatrième étape concerne la formation. Des programmes techniques et civiques adaptés au contexte renforcent les compétences locales et la médiation sociale. Cette montée en capacité réduit la pression sur les structures centrales. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est d'orchestrer ces étapes sans les confondre. Gouverner le tempo devient aussi important que décider. Si chaque phase est évaluée, ajustée et expliquée, la dynamique peut s'inscrire dans la durée. Sinon, elle risque de s'épuiser sous le poids des attentes. Le récit revient naturellement à ces figures discrètes croisées plus tôt, celles qui n'occupent jamais le devant de la scène. Les éclaireurs, les relais civils, les chefs d'unités mobiles, rien n'a changé dans leur apparence. Pourtant, leur posture n'est plus la même. Ils ne se contentent plus de contenir, ils contribuent à orienter. Cette différence, presque imperceptible, résume l'essentiel de ce qui s'est joué. Dans les villages proches de Tindiban, les gestes quotidiens ont repris une densité oubliée. Marcher sans détour, ouvrir un étal sans attendre, observer sans craindre chaque bruit. Ces scènes n'ont rien de spectaculaire, mais elles traduisent une réalité plus profonde. La sécurité devient une expérience vécue, non une abstraction promise. Pour Ibrahim Traoré, cette transformation agit comme un rappel. Une victoire n'a de sens que si elle se prolonge dans le temps ordinaire. Ce ne sont pas les images nocturnes qui ancrent un pouvoir, mais la capacité à préserver ce fragile retour à la normalité. La cohésion née du terrain ne demande pas d'être célébrée, elle demande d'être protégée. Et au fond, tout converge vers une évidence simple. La confiance précède toujours la stabilité durable. Si cette confiance est entretenue sans excès ni précipitation, alors Tindiban restera plus qu'un épisode. Il deviendra un repère silencieux, inscrit dans la mémoire collective comme le moment où une trajectoire a commencé à se redresser. Au terme de ce parcours, une chose apparaît clairement. Tindiban n'impose ni une certitude ni une morale définitive. Il ouvre un espace de réflexion partagée. Ce qui s'y est joué concerne autant ceux qui vivent au Sahel que ceux qui l'observent de loin, souvent à travers des récits figés. L'enjeu, désormais, est collectif. Il concerne la manière dont les transformations silencieuses sont reconnues, accompagnées ou ignorées. Il interroge la capacité à écouter les signaux faibles plutôt que d'attendre des ruptures spectaculaires. Il invite aussi à dépasser les lectures binaires, victoire ou échec, dépendance ou autonomie, pour saisir des dynamiques plus lentes mais plus structurantes. Pour les sociétés sahéliennes, le défi est de préserver l'élan sans le transformer en slogan. Pour les observateurs extérieurs, il est de regarder sans projeter, d'analyser sans réduire. C'est dans cet espace d'attention partagée que peuvent émerger des compréhensions plus justes. La trajectoire ouverte par Tindiban reste en construction. Elle ne demande pas l'adhésion immédiate, mais une vigilance active. Observer, questionner, comparer, puis réévaluer. L'histoire ne s'écrit pas d'un seul geste. Elle se façonne dans la durée par une somme de choix souvent discrets.